Oui. Oui. Bonjour, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes bien le vendredi 19 mars, il est 11 heures. Nous allons pouvoir démarrer notre exchange du jour. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les salariés aidants. Et alors, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme proposition, comme solution, comme soutien? Donc, pour répondre à l'ensemble de nos questions, nous sommes accompagnés de Céline Martinez. Bonjour Enchantée. Céline. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous sommes accompagnés également de Christophe Morange, directeur de communication et RSE de la Mutuelle Générale. Bonjour Christophe. Bonjour Vin, bonjour à toutes et à tous. Et Pierre Denis, qui nous a rejoint en tant que chargé de mission de la Mutuelle Générale. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Nous allons, installez-vous correctement, bien confortablement, avec un café, avec tout ce que vous voulez à la main. Et nous allons pouvoir amorcer notre échange. Avant toute chose, vous avez accès sur le mur droit de votre application Livestorm, un mur de chat pour bien sûr nous faire passer vos émotions. Vous avez aussi accès à un mur de questions, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans ce mur de questions et nous ferons un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, nous allons pouvoir aussi procéder à quelques sondages afin de pouvoir recueillir aussi vos sentiments, vos avis et puis éventuellement vos suggestions. Donc, la première question, Pierre, où est-ce qu'on en est avec nos aidants en France? Est-ce que c'est un sujet, un vrai sujet actuellement ou pas? C'est un sujet qui effectivement monte de plus en plus et c'est devenu une grande cause nationale, puisque maintenant, d'après mon estimation, alors dans les derniers sondages, on dit, les chiffres officiels disent qu'il y a 11 millions d'aidants en France, mais en estimation depuis un an avec la crise du Covid, je pense que ce chiffre est plus proche de 13 millions et demi d'aidants. Et ces 13 millions et demi d'aidants, eh bien, si l'on prend les statistiques aux États-Unis qui croisent celles de l'Europe, où on dit qu'un aidant, eh bien, ça lui prend à peu près, il donne 4 heures par jour de son temps. Bien, on multiplie par le nombre de jours dans l'année, on valorise ces 4 heures au taux horaire d'une auxiliaire de vie qui est de 20 euros à peu près, je l'ai gonflé un petit peu, et on arrive à un chiffre énorme qui est de 298 milliards d'euros de contributions invisibles de ces aidants. Donc c'est pas un petit sujet, c'est une grande cause nationale. Et quand j'ai créé dans Attitude mon fonds de dotation à but non lucratif pour l'information et la prévention des aidants il y a 10 ans, on ne parlait pas des aidants comme on en parle aujourd'hui, tant mieux. Ça veut dire que la cause a avancé et ça veut dire que on va sur le chemin d'une reconnaissance, même si on va en débattre avec les autres membres de cette conférence. Il y a encore beaucoup d'avancées à faire et beaucoup de choses à faire, notamment au niveau incitatif et législatif par rapport à ces aidants. Merci Pierre. On va peut-être aussi poser la même question d'ailleurs à Céline et à Christophe. Céline, on est entre 4 et 11 millions d'aidants. Absolument. Une majorité de femmes, les chiffres sont assez éloquents au niveau mondial, 647 millions d'aidants dans le monde, 606 millions de femmes. Donc, j'ai travaillé sur des dossiers européens et c'est Eurocarers, une grande institution en Belgique qui a pointé ce chiffre-là. Et c'est vrai qu'on n'ira que en grandissant puisque maintenant la technologie est un grand T et la médecine avançant, nous allons aller vers des maladies chroniques. Donc dans le cycle naturel de la vie, nous allons tous à un moment donné être aidants de nos aînés, mais on peut le devenir. Voilà, au diagnostic d'une personne de votre famille qui va se retrouver accidentée de la route, ou alors un diagnostic d'une maladie qui s'annonce, ou la naissance d'un enfant porteur de handicap.
Donc, Super. effectivement, ce sont des situations très personnalisées. Céline, on reviendra tout à l'heure parce que vous avez beaucoup, beaucoup de témoignages à nous apporter. On y reviendra tout à l'heure. Christophe, on dit qu'il y a entre 9 et 10% de salariés qui sont aidants. Et un salarié sur 4 serait en situation d'aidant. Quelle serait la place actuellement des salariés aidants dans le monde du travail? C'est une place qui est énorme et qui est grandissante. Et d'ailleurs, les hésitations qu'on a sur les chiffres qui permettent de dénombrer le nombre d'aidants en entreprise ou le nombre d'aidants d'ailleurs tout court sont assez révélateurs d'une des difficultés majeures qu'on a sur ce sujet, qui est la question d'être capable d'identifier les aidants. Et on est face à deux enjeux finalement. Quand on raisonne par rapport à l'entreprise, le premier enjeu, c'est de pouvoir aider la population d'aidants de son entreprise, aider ses propres salariés. Mais le deuxième enjeu, qui passe peut-être même en premier théoriquement, c'est celui de l'identification précise de ces personnes qui, pour beaucoup de raisons parfaitement compréhensibles, n'ont pas envie forcément de faire connaître leur situation. Et du coup, on a cette incertitude ou ces fourchettes assez larges sur les chiffres qui permettent de clairement identifier la cible dont on parle en fait. D'accord. Avant de passer à un autre sujet, à une autre question pour vous, Christophe, au sujet de la Mutuelle Générale qui apparemment a pris le sujet à bras le corps. Public, vous qui êtes dans la salle digitale, vous avez un sondage qu'on vient de publier sur le mur pour savoir si vous avez été ou si vous êtes actuellement aidant pour un de vos proches. Donc, n'hésitez pas à donner votre situation, s'il vous plaît. Christophe, pourquoi ce sujet intéresse-t-il la Mutuelle Générale? Alors, peut-être un mot en préambule sur la Mutuelle Générale. La Mutuelle Générale, c'est une complémentaire santé qui a trois activités, en fait, une activité de santé, une activité de prévoyance, et puis qui s'est développée plus récemment dans des activités de service pour les salariés d'entreprise et bientôt pour le grand public, service d'équilibre de vie professionnelle et personnelle, service de bien-être au travail qui ne sont pas directement liés à la santé. Donc on est un acteur qui couvre 1,5 million de personnes aujourd'hui et qui couvre 10 000 entreprises clientes de toute taille. Alors pourquoi on s'est intéressé au sujet des aidants? Peut-être pour trois types de raisons différentes ou à trois niveaux différents. On s'intéresse à ce sujet d'abord en tant qu'entreprise citoyenne. On a de ce fait mis en place un observatoire des salariés aidants dont on va avoir l'occasion de reparler parce que on a le souci en tant qu'entreprise responsable de contribuer au débat public sur un sujet qui nous paraît un sujet de société fondamental compte tenu du nombre de personnes qui sont directement concernées. Et donc, on a envie de contribuer au débat public sur ce sujet-là, d'apporter des solutions, des idées, avec un prisme particulier qui est le prisme de notre mutuelle, qui est un prisme de solidarité. Comment on crée de la solidarité autour de ce sujet-là. On est aussi intéressé par ce sujet en tant qu'employeur et en tant qu'employeur responsable. On a 2000 salariés chez nous, donc on a vraisemblablement plusieurs dizaines de salariés qui sont en situation d'aidance aujourd'hui. Et donc, en tant qu'employeur responsable, on a le devoir et la conviction qu'il faut qu'on puisse leur apporter des solutions et les aider. Et puis, dernier point, en tant que mutuelle et donc expert des enjeux de santé, de protection sociale, il nous semble qu'on a des choses à apporter, des solutions à apporter, à proposer à nos clients, à nos adhérents, qu'ils soient particuliers, entreprises. On connaît bien les enjeux de santé et de protection, bien évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, on a là aussi des choses à dire et des choses à apporter dans une logique du coup un peu plus commerciale, j'allais dire. Et voilà, donc c'est un sujet qui nous mobilise depuis un certain temps. On fait déjà beaucoup de choses à travers notre fondation en faveur des salariés aidants aussi, et on a vraiment envie d'apporter une contribution efficace et sincère sur ce sujet. Merci Christophe. On y reviendra un peu plus en avance tout à l'heure sur cette idée d'observatoire solidaire des aidants.
Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour vous donner les résultats du sondage parmi notre population dans la salle digitale, vous êtes 1 sur 2 à être aidant actuellement. Et dans un futur proche, quasiment 20%, vous serez impacté par cette situation un peu particulière. Quelles sont les difficultés au quotidien pour les salariés aidants, Céline et Pierre? Bon. Pierre, tu veux commencer? Les difficultés, déjà, on sait qu'il y a un point de stress important quand l'aidant n'est pas informé. C'est-à-dire qu'un aidant qui n'est pas informé, c'est par définition quelqu'un de stressé. Mais il en va de cela pour les aidants, mais aussi dans d'autres sujets, dans d'autres domaines. Mais c'est amplifié chez les aidants parce que, évidemment, on se trouve face à un inconnu. On ne sait pas, on s'imagine des choses, et le fait de s'imaginer des choses, parfois, n'est pas bon quand on est face à un parcours d'aidant. Mais je laisserai Céline développer là-dessus à travers son expérience. Et un autre point que je voudrais souligner chez les aidants, c'est un point de stress, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que comment je vais faire face financièrement parlant, parce que ça coûte cher de maintenir quelqu'un au domicile. Hein. Surtout plus la dépendance est grande, plus c'est difficile de maintenir quelqu'un au domicile. Et puis on n'a pas forcément les moyens de placer son proche en EHPAD, et on n'a pas forcément la volonté de le faire aussi. Et c'est un choix très personnel. Et donc ça complique les choses. Et je dirais que ce point de financement du maintien à domicile est un point qui va crescendo quand l'aidant arrive justement dans son parcours où il arrive à l'accompagnement de fin de vie. C'est là que les dépenses au domicile sont les plus élevées. Et quand on arrive sur l'accompagnement au domicile, l'accompagnement de fin de vie au domicile, eh ben, on a à faire face à une nouvelle phase de l'aidance que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas forcément ce que c'est que la culture palliative, l'accompagnement avec les soins palliatifs, la fin de vie. Ça fait peur et c'est très angoissant et voilà, c'est très perturbant. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il n'y a pas on va dire qu'il y a 13 millions d'aidants en France, mais il y a 13 millions de cas particuliers. Par contre, il y a un tronc commun, c'est-à-dire que ces aidants, ils sont sur l'accompagnement d'Alzheimer, Parkinson, cancer, etc., 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 Covid, mais il y a un tronc commun chez les aidants, c'est-à-dire que c'est ce que je vous ai décrit, hein, le stress financier, l'information, faire de l'information, de la prévention vers eux. Voilà, je m'arrête, je laisse la parole à Céline pour qu'elle rebondisse à travers son expérience. Merci. Effectivement, être aidant, c'est un métier. Or, on n'est absolument pas formé du tout. On a plusieurs casquettes. Moi, j'ai mis au monde un enfant il y a 12 ans, porteur d'une des maladies rares les plus graves sur les 8000 répertoriées. Même si j'avais eu des connaissances en psychologie, là, je me suis vraiment rendu compte que je rentrais dans un monde qui était très particulier et très étrange, et que je n'avais pas les clés pour assumer et pour faire front et pour faire face. Pendant un grand laps de temps, je me suis dédiée à mon enfant exclusivement, mais je me suis rendu compte petit à petit de tous les manquements et de toutes les failles en France de cet accompagnement qui avait été extrêmement mal géré. Ça a commencé par l'annonce. On me l'a annoncé sur le bord de mon lit de jeune accouchée avec 10 agrafes sur le ventre, seule, sans accompagnement psychologique. Donc, vous qui vivez, comme nous tous, cette crise sanitaire, c'est du même niveau. C'est-à-dire que vous êtes sidérés, on vous annonce quelque chose qui vous dépasse et vous ne savez pas, sur l'instant, vers qui vous tournez et comment mettre les choses en place. Donc tout ça est extrêmement légitime. Or, comme on est renvoyé dans nos maisons sans soutien, on rentre dans une spirale, comme l'expliquait Pierre, extrêmement stressante parce que la charge va devenir de plus en plus importante. Et d'autant plus quand on met un enfant porteur de handicap au monde parce qu'on est propulsé comme si on vous poussait d'une montagne. Dans les danses par rapport à une personne senior, ça va s'accomplir tout doucement. Mais de toute façon, ce que nous voudrions, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui et qu'on
Vraiment, nous sommes à l'écoute de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à les poser parce qu'elles vont nous aider à vous aider. Effectivement, nous avons donc, en tant qu'aidants, plusieurs casquettes que nous pouvons mettre en place. On a des compétences et il y a des solutions. Mais pour cela, il faut oser le dire. Or, les aidants se taisent par dignité, par dévotion, par amour, par intimité, parce que c'est vrai que ça touche toutes les sphères de la vie personnelle, la vie du couple et la vie professionnelle. Alors, il est vrai que travailler en entreprise peut être un moyen de se dégager de cette situation qui est très énergivore au point de vue administratif, psychologique et physique, mais ça aussi, ça entraîne un quotidien de vie qui est la même charge que pour une personne, entre guillemets, dans une situation classique, mais qui va être exacerbée. Tout est plus compliqué. Gérer les enfants, gérer l'intendance de la maison, gérer donc la personne aidée, en fonction aussi de la maladie, parce qu'il faut vite se renseigner sur la maladie. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas infirmiers, et nous, voilà, on pourrait dire nous ne sommes pas beaucoup de choses, mais pourtant, nous sommes dans ce corps à corps qui fait que par fait empirique, on va devenir des experts. Donc votre voix et ce que vous faites, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est énorme. C'est source de grandes ressources et de grandes réflexions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais on ne peut pas et on ne doit pas vous laisser seul. Et c'est pour ça que la Mutuelle Générale, que le SIAMT et nous aidants, nous essayons de porter ce que vous souhaiteriez, parce que souvent, à un souhait, il existe véritablement une réponse qui existe, mais que vous ne connaissez pas. Alors, il ne faut pas hésiter à essayer de déculpabiliser, à vous identifier en tant qu'aidant. Je sais que ça prend du temps, mais que si vous vous adressez à des personnes formées, on va pouvoir mettre en place des choses qui vont vous soutenir. Ce que j'entends, Céline et Pierre, dans vos paroles, dans vos phrases, c'est on est devant une absence de connaissances. Oui, Aussi bien de la part des aidants que de la part des entreprises, que de la part du grand public, en fait. On est vraiment dans un sujet complètement, une espèce de nébuleuse où chacun, enfin, je parle surtout des aidants parce que je fus aidant aussi il y a quelques années. Je vais l'être encore aussi dans quelques années prochaines, comme vous tous, comme nous tous, parce que c'est le parcours de la vie d'un homme et d'une femme. En plus, on vieillit et plus on aurait à gérer nos parents, nos proches qui vieillissent. Donc, première chose que je retiens, c'est l'absence de connaissances, l'absence d'information, l'absence de sensibilisation. Et c'est un sujet qui est resté très tabou en entreprise, voire même très tabou dans le grand public. Donc, comment on pourrait dépasser et orienter vers j'allais dire, une meilleure connaissance du sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il y a une chose, hein, c'est que on dit un aidant informé, enfin je dis un aidant informé est un aidant rassuré. Il en va de même du middle management et du management d'une entreprise. Si les managers ne sont pas informés, sensibilisés, ben, quand ils se retrouvent face à un cas d'un aidant salarié dans l'entreprise qui, pour une raison ou pour une autre, craque devant eux et dit un certain nombre de choses, bah, il faut avoir une écoute active, il faut savoir être à l'écoute, et c'est pas toujours évident hein, dans le monde de l'entreprise. Donc, je dirais que déjà, ça c'est un premier point très important. Et je dirais de façon générale pour les petites entreprises, les entrepreneurs, les PME, PMI, qui ne sont pas des grands groupes ou des grosses entreprises comme la Mutuelle Générale. En fait, c'est aussi déjà commencer par avoir quelques sources d'informations à apporter aux salariés pour qu'ils puissent commencer à s'informer, se renseigner. Et c'est pour ça qu'à la Mutuelle Générale, à travers l'Observatoire des aidants salariés, on est en train d'écrire un guide qui sera à disposition d'ailleurs des personnes qui le voudront, mais Christophe vous en reparlera, et puis un score pour détecter en fait les salariés aidants et identifier là où ils en sont pour les orienter ensuite par la suite. Voilà.
il y a un chiffre qui m'interpelle quand même. Quand on regarde, je crois que c'est dans l'Observatoire des aidants de la Mutuelle Générale, Christophe, on nous signale qu'il y a 61% des salariés qui ne savent pas qu'il existe qui ignorent des dispositions spécifiques mises en place dans leurs propres entreprises. Comment on pourrait expliquer ça? Je ne sais pas comment on l'explique, mais en tout cas, ça montre qu'on a encore du boulot devant nous et que tous les efforts des entreprises, des associations, des organismes comme le SIAM, tous les acteurs qui peuvent s'intéresser au sujet, tous ces efforts-là sont les bienvenus parce qu'effectivement, on a besoin de faire connaître les dispositifs qui existent en entreprise, dans les collectivités. Ils sont très nombreux, ils sont parfois un peu complexes. Donc, il y a un vrai rôle d'information et de boussole. Je disais dans le chat, quelqu'un parle de ma boussole aidant. Effectivement, c'est un terme extrêmement important parce que il faut qu'on aide les aidants à se repérer dans tous les dispositifs existants. Et c'est vrai que les entreprises ont commencé à s'emparer du sujet, mais pas encore toutes. Et les grandes entreprises commencent à l'avoir fait assez sérieusement, avec un certain nombre de moyens. Les PME l'ont pas forcément beaucoup fait encore. Donc, il faut qu'on aide tous ces acteurs aussi à valoriser ce sujet et à ouvrir le débat sur ce sujet. Je vais vous paraître un peu provocateur, mais pourquoi moi, chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise, je viendrais en aide à un salarié aidant de… Déjà, faut-il que je sache qu'il soit aidant? Deuxième chose, c'est en quoi ça me distingue ce salarié aidant des autres causes, enfin, dont l'absentéisme figurerait parmi d'autres causes d'absentéisme de mon entreprise? De façon très courte, je suis patron d'une entreprise. J'ai mon directeur informatique qui est en train de déployer un nouveau système d'information dans mon entreprise pour gérer mes stocks, et c'est névralgique pour l'entreprise. Ce directeur de l'information apprend que sa femme a un cancer généralisé. Il est obligé de l'accompagner en fin de vie. Il me dit bah, demain je viens plus, je dois me dédier à l'accompagnement de mon épouse, ce qui est compréhensible. Bah voilà comment je fais. Donc si j'accompagne pas mon directeur de l'informatique et si j'essaye pas de lui apporter quelques souplesses, quelques solutions pour aménager son temps, etc., ben je le perds définitivement. Et à son retour, c'est même encore plus catastrophique. Voilà, je veux pas être trop long parce que je voudrais aussi que Céline s'exprime sur le sujet et Christophe. Alors, merci. Effectivement, on m'a donné des chiffres qui sont des leviers de compréhension concernant le coût que peut avoir l'entreprise à gérer un aidant qui va venir sonner la sonnette d'alarme quand il est vraiment au bout du bout, au pied du mur. Ce que nous essayons de faire là, ici aujourd'hui, c'est de vous inviter à penser la prévention pour éviter les situations catastrophiques. Donc effectivement, si on ne gère pas ces 6 milliards d'euros de pertes sèches en productivité pour les entreprises, ça équivaut à peu près à 1 600 euros par an et par salarié. Donc on voit combien c'est important de s'emparer du sujet. Et on s'empare de quel sujet ? Comme vous me le demandiez dans la question, Monsieur Ngo, c'est que on parle de la fragilité. La fragilité en famille, on peut l'évoquer à son épouse, à son époux, à ses enfants parfois. Parce qu'il ne faut pas oublier les jeunes aidants. Dans ce chiffre de 11 ou 13 millions, il y a 500 000 enfants qui aident leurs parents aussi. Donc vous voyez comme ça touche tous les âges et les destins de tout le monde. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc effectivement, on parle de fragilité. Donc dans le monde de l'entreprise, en France, notamment, c'est tabou. Parce que on tait notre fragilité par valeur judéo-chrétienne. Or là, humainement, ce n'est pas possible de gérer une personne en perte d'autonomie, que ce soit par n'importe quelle maladie, seule. C'est humainement impossible. On va
au carnage physique, mental. C'est très très lourd. Les questions sont en train de nous le prouver. C'est-à-dire qu'on est dans un fer, dans un fer, dans un fer qui va manger la pensée et qui va manger la dignité de la personne. On se retrouve dans un duo, ce qu'on appelle, moi je dis, aliénant. Or, chacun a le droit à sa propre vie, et l'aidant et l'aider. Comme on dit en Afrique, on n'élève pas un enfant tout seul. Un aidant, un aidé ne peut pas aller dans la vie sans aidant, et cet aidant doit être aidé. Donc les premières personnes qui sont à l'écoute sont souvent les pharmaciens ou les médecins. Une fois que vous avez le diagnostic, il faudrait essayer effectivement que vous puissiez aller voir vos responsables et leur expliquer la situation. Parce que comme disait Pierre, une situation dont on donne les contours, et ça c'est en psychologie c'est la même chose, il faut bien distinguer l'anxiété de l'angoisse. L'angoisse, c'est que c'est flou, c'est nébuleux, c'est pas trop, on est mal, on arrive, on est blanc comme un linge, on n'a plus faim, on travaille mal, on est serré dans notre cerveau. L'anxiété, c'est autre chose, c'est qu'on a réalisé quelle est la problématique. Il faut bien regarder les choses en face ensemble. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut que l'âme du chef, hein, l'âme de celui qui conduit l'entreprise puisse être à l'écoute, il faut pouvoir le sentir. Alors, j'espère, et nous sommes là pour ça, on espère que les dirigeants qui nous écoutent ou les personnes qui sont témoins parce que souvent, j'ai un chiffre que 66% des salariés vont se confier à un collègue. Il faut essayer de mettre l'aidant en confiance. Nous avons à la compagnie des aidants une petite boîte à outils pour les entreprises. On peut fixer des affiches pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un aidant, déjà pour se reconnaître et pour comprendre à quoi on va faire face. Et de mettre en place toute une organisation. Et s'il vous plaît, Vin, si vous pourriez passer juste cette petite slide avec les 3 petits moteurs qui sont intéressants pour justement faire face à la situation. Et pendant que Vin passe au slide, je voudrais ajouter à ce que tu dis, Céline, c'est que en fait, oui, il y a des solutions à tout. Et c'est vrai qu'une des solutions principales, hein, comme ce que souligne Céline, et moi je le martèle, hein, c'est vraiment faire déjà de l'information et de la prévention. Et déjà, s'il y a des repères, bah, c'est déjà beaucoup, hein, c'est énormément de gagner. On reviendra, pardon Céline de vous couper, on reviendra tout à l'heure sur les pistes d'action et sur les solutions. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit aussi, qui m'a interpellé, c'est le poids dans l'économie française ou le poids dans l'économie mondiale. Mais une question pour Christophe. Il me paraît qu'on arrive maintenant à établir une espèce d'indice de solidarité. C'est fait comment on arrive à calculer cet indice de solidarité, Christophe? Et qu'est-ce que c'est? En fait, on a dans le cadre de l'observatoire qu'on a mis en place l'année dernière, effectivement, conduit un certain nombre de travaux. L'idée de cet observatoire, c'est de contribuer au débat public sur les salariés aidants et d'être capable de proposer des solutions. Donc pour ça, on a réuni un certain nombre d'experts, dont Vin a accepté de faire partie pour le SIAMT et on l'en remercie. Mais aux côtés de lui, on a des DRH, on a des médecins, des oncologues, des représentants associatifs, donc un panel pluridisciplinaire qui pilote et qui conduit ces travaux, qui repose sur du quantitatif, du qualitatif, etc. Donc beaucoup de choses qu'on a mises en place. Et on a, dans le cadre de ces travaux, effectivement, créé un indice de solidarité qui finalement compile un certain nombre d'indicateurs pour mesurer le niveau de solidarité des salariés, enfin des actifs, par rapport à la cause des aidants. Parce que ce qui nous paraît indispensable, c'est évidemment de venir en aide aux aidants, mais c'est surtout de ne pas créer de rupture entre les différentes populations de l'entreprise. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est non seulement être capable de proposer des solutions pour les aidants, mais aussi être capable de mobiliser les salariés qui ne sont pas en situation d'aidance au profit de ceux qu'ils sont. Et c'est exactement ça qu'on essaie de mesurer dans cet indice à travers un certain nombre d'indicateurs pour voir si on est capable de mettre en mouvement
ces salariés qui ne sont pas directement touchés par la problématique des aidance pour qu'ils puissent venir en aide à leurs collègues qui sont concernés par ce sujet. Donc, on essaie de mesurer ça. Alors, l'indice, on l'a sorti pour la première fois en 2020. On va le ressortir en 2021. Il est à une valeur de 40 sur 100, ce qui n'est pas terrible, hein, mais en même temps, c'est assez révélateur de la situation probablement. Donc notre objectif à travers tous les travaux de l'Observatoire, mais aussi à travers toute la façon dont on va contribuer à la médiatisation du sujet des aidants, c'est de faire progresser cet indice pour que justement l'entreprise fasse un peu corps sur ce sujet. Et ça me permet peut-être rapidement de rebondir sur à la fois sur la question de Vin et puis sur le témoignage de Céline qui parlait finalement de ce que coûtent les aidants aux entreprises en termes d'absentéisme notamment. Il faut aussi avoir conscience de ce que rapportent les aidants à l'entreprise parce que les aidants, par les qualités qu'ils développent dans leur tâche quotidienne de soutenir un proche en situation de dépendance, ils vont développer un certain nombre de qualités humaines, de soft skills, pour parler comme les RH, qui vont être extrêmement précieuses pour l'entreprise. Et une entreprise qui va aussi déployer une politique en faveur des aidants, elle va aussi adresser un message, un signal à son corps social, à ses salariés qui vont voir de quelle façon une entreprise peut se préoccuper de ce genre de sujet et peut exercer sa responsabilité d'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est bien une question de responsabilité. Il ne s'agit pas de choisir, quand on est DRH d'une entreprise, entre soutenir les personnes en situation de handicap ou soutenir les salariés en situation d'aidance. Il s'agit bien de faire l'ensemble. Et pour l'entreprise, il s'agit bien de répondre finalement à l'ensemble des responsabilités qu'elle estime avoir en tant qu'acteur responsable de la société. Merci Christophe. On verra tout à l'heure comment, à partir de l'indice de solidarité, on arrive à dégager quelques pistes, quelques préconisations justement sur lesquelles on avait travaillé ensemble. Avant de questionner Céline et Pierre sur le poids de l'économie ou plutôt du poids du PIB que pourrait dégager aussi les aidants publics, vous avez aussi la possibilité de voter. Justement, on aimerait bien connaître votre niveau de connaissance au sujet des dispositifs d'aide mis en place par l'État ou la région. Donc, vous avez sur le mur de sondage, n'hésitez pas à donner votre réponse. Céline et Pierre, donc du coup, j'entendais tout à l'heure quelques chiffres, quelques milliards d'euros. Oui. Ça correspond à quoi comme poids que les aidants supportent, entre guillemets, pour économiser à l'État français ce genre de business? Ça correspond Alors, je rappelle le chiffre, hein, la contribution invisible des aidants calculée sur la base de 4 heures données par chaque aidant en moyenne par jour, valorisée à 20 euros de l'heure, qui est le salaire moyen plutôt élevé, en fourchette élevée d'une auxiliaire de vie, on arrive à 298 milliards d'euros sur une année. Donc c'est tout à fait considérable. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que voilà, bon, de toute façon, les chiffres le prouvent, c'est une grande cause nationale et on n'a plus de questions à se poser par rapport à ça. Quand on regarde la pyramide des âges également, on sait très bien qu'on est loin d'en être sorti et qu'il y a des générations d'aidants qui vont arriver de plus en plus. Donc le chiffre ne peut qu'augmenter. Face à ça, il y a un certain nombre de lois qui essayent d'être votées. Je dis bien qui essaient d'être votées. Donc il y en a une qui est passée sur le congé proche aidant, notamment. Oui. Et ce congé proche aidant, il est décevant. Alors, c'est très bien parce que c'est une première... Pierre, merci Céline. C'est une première pierre à l'édifice, mais c'est loin d'être satisfaisant parce que ça ne concerne que les GIR 1, 2 et 3, donc les GIR les plus élevés. Donc, ça veut dire il faut que vous accompagniez une personne qui soit vraiment en situation de handicap lourd ou en perte d'autonomie très lourde. Et si vous êtes, comme je cite l'exemple, j'ai cité l'exemple de tout à l'heure, un mari qui accompagne son épouse en phase de cancer, vous n'y avez pas droit.
Donc, c'est quand même surprenant. Et en plus, quand on avait travaillé avec Jocelyne Guidez sur ce projet de loi sur le congé proche aidant, Jocelyne Guidez qui est sénatrice, eh bien, on avait dit, voilà, il faut absolument que le congé proche aidant il soit rémunéré et que les aidants ils perdent pas leur salaire. Eh ben, non, il y a une indemnité, mais qui est entre guillemets ridicule par rapport. Alors c'est bien, c'est déjà bien qu'il y ait quelque chose, mais il faudrait que ce soit complété par les entreprises. Or le problème, c'est que quand vous prenez un congé proche aidant aujourd'hui, vous avez une rupture de votre contrat de travail. Donc vous avez une double peine. Et quand j'ai discuté avec une assistante sociale récemment, elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, bah, écoutez, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et moi, je ne conseille pas aux aidants de prendre le congé proche aidant, mais plutôt de se mettre au chômage ou de se mettre en arrêt maladie. Alors le système devient complètement pervers. Et là-dessus, ben, c'est là que je dis qu'il y a des progrès à faire. Voilà, c'est pas pour dénigrer ce qui a été fait déjà et qui est déjà une grande avancée. Hein. Oui, Je le dis et je le répète, ça va mais dans le bon sens. Oui. bâtissons sur cette grande avancée pour aller plus loin. Et on avancera si les citoyens vont dans les mairies parler à leurs élus. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est vrai que la problématique, moi en tant que psychologue que je peux repérer dans le monde, c'est la question de la représentation. Parce que M. Édouard Philippe a une personne dans sa famille en perte d'autonomie, il sait représenter les choses. Parce que le général de Gaulle, parce que quel est l'autre président? Je crois que c'est M. Jacques Chirac. Étaient des papas d'enfants porteurs de handicap. Et leurs épouses, vous avez vu, ont mené une écoute très différente qui a pu permettre d'ouvrir cette considération vers la fragilité. Donc effectivement, nos politiques ne pourront pas agir tant que nous leur plaidons pas ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais parler de mon expérience et j'essaie toujours de l'élargir parce que je trouve que c'est important et je suis témoin de situations d'extrême détresse. C'est qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on est aidant? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un métier, on a plusieurs casquettes. On doit prendre soin de la personne au niveau médical, c'est-à-dire qu'il faut l'emmener ou à des rééducations ou chez des médecins toute la semaine. Je me souviens pour mon bébé, les 3 premiers mois, j'avais 60 rendez-vous médicaux par mois. Ça faisait 2 par jour. C'est-à-dire qu'il y avait la gestion de la maladie rare et puis la gestion normale des rhumes, de la gastro et des vaccins, par exemple. 60 rendez-vous médicaux. Donc, ces conditions, vous imaginez que je ne pouvais pas travailler. Donc, j'ai décidé de ne pas travailler au début. Ensuite, donc, pendant qu'on est en train d'emmener la personne aidée dans les salles d'attente, on ne vous paye pas l'essence. On ne vous aide pas dans tout le matériel qu'il faut pour déplacer la personne. Souvent, ce sont des chaises roulantes ou des véhicules adaptés. Vous auriez besoin d'aide physique. Moi, malheureusement, j'habite dans un appartement. Pour accéder à la porte de sortie de l'immeuble, il y a des escaliers. Je les maudis, ces escaliers. Voilà. Donc, il y a des dépenses qu'on ne repère pas. Ensuite, il y a aussi la problématique de la charge mentale. C'est-à-dire, moi, ça fait maintenant, mon enfant a 12 ans, ça fait 6 ans que je n'ai pas une nuit normale. Parce qu'il a un défaut de mélatonine qui est l'hormone du sommeil, je suis réveillée à 1h du matin parce qu'il a fait un cauchemar. Je suis réveillée à 2 ou 3 heures. Là, c'est un problème de mélatonine dans les sommeils lents. Son sommeil n'est plus protégé et lui, il pense que c'est le début de la journée. J'ai beau lui expliquer, lui montrer la nuit, lui faire le langage des signes, etc. Il tape du pied et il dit « je veux manger ». Il a aussi un défaut très grave de satiété. Si je ne le protège pas, il irait vers ce qu'on appelle l'obésité morbide, c'est-à-dire qu'il mourrait de trop manger. Donc, j'ai un travail d'infirmière là. Ce n'est pas juste un veilleur de nuit dont on aurait besoin la nuit. Il faut aider l'enfant psychologiquement à retrouver un espace-temps normal. Et c'est vrai que c'est vrai pour toutes les personnes en perte d'autonomie. Ce sont des personnes qui vont un petit peu plus lentement, qui sont perdues dans l'espace-temps,
qui ont besoin de beaucoup de compréhension. Donc c'est vrai qu'il y a une charge psychologique régulière et qui va peser sur l'esprit du salarié aidant et qui va être moins productif. J'aime pas parler comme ça, mais bon, en philosophie, on parle de cette façon-là. Et c'est très dommage parce qu'ils ont assumé la situation. Moi, ça fait 12 ans que j'assume. Ça m'a fait du bien d'entendre mon mari qui m'a dit hier, ouf, t'es costaud, alors que je me sens minable. Je voudrais faire tellement et tellement plus, mais voilà, aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai mon corps qui faiblit énormément. Je voudrais être grande et musclée et jeune à vie, mais je ne peux pas. Donc voilà, ça coûte énormément, mais en même temps, ça nous enrichit énormément. Donc, si on pouvait créer un cercle vertueux, on irait vers un enrichissement humain, financier, sociétal. Enfin, c'est vraiment une valeur très forte pour un pays, je trouve. Et s'en emparer peut donner beaucoup d'allant. C'est une valeur solidaire. Oui. Oui. Et alors, ce que je voudrais juste souligner aussi, Céline, en apport de ce que vous dites, oui. c'est qu'on peut vite plonger et se retrouver en situation d'extrême fragilité. Voilà. Quand on est aidant, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que en fait, alors il y a beaucoup d'aidants pour lesquels ça se passe bien. Hein. Enfin, faut pas non plus aussi noircir le tableau à souhait. Oui. Et votre contribution et votre retour d'expérience est très positif là-dessus. Mais je pense que on peut se retrouver très vite en situation de fragilité parce qu'on peut perdre son emploi rapidement. Qui dit perdre son emploi, ça veut dire que financièrement, ça devient très compliqué. Et c'est une cascade. Et du coup, quand on est aidant aussi, ça prend la tête. Hein. C'est 7/7, 24/24, les nuits y compris. Oui. Et le problème, c'est que si on est déjà fragilisé, ce qui peut arriver, hein, psychologiquement ou physiquement, c'est la triple peine, quoi. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit aux aidants, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Alors, ils vous répondent, mais quand je me fais aider, quid de la personne aidée? Parce que pour pouvoir aller voir le psychologue, il faut que je puisse déposer mon enfant ou le senior. Alors là, je trouve, pardon Pierre, mais je suis très contente de le dire, c'est qu'avec la crise sanitaire, des applications de téléconsultation se sont beaucoup développées. Et ça, c'est extraordinaire. Les applications comme Doctolib ou Care, Q-A-R-E, permettent de se faire soigner quand même à minima. Par exemple, la présidente de la compagnie des aidants pour qui je travaille s'est rendue compte qu'une femme qui ne va pas voir sa gynécologue en 4 ans, c'est qu'elle est aidante. On le repère tout de suite comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un data très intéressant de voir que l'aidant va considérer que se soigner, c'est un luxe. Ça, c'est très grave en France. C'est très, très grave. Ce n'est absolument pas normal. Donc voilà, ces systèmes qui se sont déployés très rapidement sont en train de nous aider et on peut s'en emparer. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir une téléconsultation alors que vous avez votre aidé qui est dans la pièce et vous pouvez avoir le rendez-vous en 2 minutes. Vous n'avez pas à attendre une semaine, vous n'avez pas à organiser tout un tas de dispositifs pour réussir à juste aller dire bonjour à un médecin. C'est vraiment très, très important. Ça, Céline, c'est vraiment l'effet qui se coule du Covid. Hein. Oui. On reviendra tout à l'heure dans les solutions. Oui. Pierre, je rebondis sur votre parole tout à l'heure. Vous disiez, justement, vous évoquiez la crise sanitaire. Mais encore une fois, je vais vous paraître un peu dur, mais et aussi très provocateur. Mais en fait, le confinement, à la rigueur, le fait d'être à la maison, d'être en télétravail de façon larga manu, c'est aussi une possibilité pour les aidants d'être plus cool, non? Oui, alors oui et non, parce que tout dépend de votre situation. Est-ce que vous êtes chez vous avec votre aidé, votre proche aidé à côté de vous, dans la pièce dans laquelle vous travaillez ou pas? Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important parce que faut bien se dire que et Céline peut en témoigner puisqu'on en parlait avant la conférence. Il y a des aidants pour lesquels aller au travail, aller au bureau, avoir une vie sociale est quelque chose de primordial.
parce que justement, cette vie sociale, on ne peut pas l'avoir dans sa vie personnelle. Donc, on la trouve aussi quelque part au bureau. Mais justement, pour ceux qui ont été, ceux et celles, et on est nombreux, qui ont été confinés, bah oui, on a tous été confinés brutalement, violemment, avec le télétravail qui nous a été imposé, et pour le pire et pour le meilleur. Et effectivement, pour le pire et pour le meilleur, bah, les aidants, comment vivent-ils ce télétravail? Alors ça peut être, je pense, comme je l'exprimais tout à l'heure, comme tout un chacun, la double peine parce qu'on ne peut plus se rendre sur son lieu de travail, on ne peut plus avoir de vie sociale à l'extérieur. Et puis on sait très bien que quand on travaille chez soi, quand on travaille dans son salon, et qu'en plus on a une personne à aider à côté, alors oui, c'est très bien. Il y en a pour qui ça se passe très bien. J'en ai discuté avec des aidants, des salariés aidants de la Mutuelle Générale, pour qui c'est un vrai bonheur parce qu'ils n'ont plus, notamment sur la région parisienne, les temps de transport qui sont incompressibles et qui sont très très Oui. compliqués à gérer quand on est aidant. Et donc ça c'est merveilleux pour eux parce que c'est un gain de temps extraordinaire. Mais par ailleurs, effectivement, bon, il faut être bien organisé, bien concentré, et c'est pas évident d'arriver à faire la part des choses quand on est chez soi, et que son chez soi devient le lieu de travail H24 et le lieu des danses, en plus. Voilà. Et pardon Pierre, mais par exemple, moi j'ai dû arrêter de travailler. C'était humainement absolument impossible. Mon enfant Bien pouvait sûr. sauter par le balcon. Il a des obsessions verbales. Oui. Là, avec le Covid, je me mets des oreillettes pour être séparé. Quand je l'habille, par exemple, je me mets quelquefois des oreillettes pour ne plus l'entendre. Il va poser la même question pendant 1 heure d'affilée ou me frapper parce que Oui. je suis en train de travailler et qu'il veut absolument communiquer avec moi parce qu'il est autocentré. Donc effectivement, il y a des moments, c'est humainement pas possible. J'avais carrément fait une vidéo Twitter en disant, et là j'ai eu très très peur hier en écoutant les décisions pour le 3e confinement, parce que j'ai dit, Oui. s'il y a vraiment un 3e confinement, je me dépose avec mon enfant devant un hôpital psychiatrique. Je ne vais pas y arriver. C'est impossible. Ce qu'on nous demande, c'est hors du commun. Nous sommes des combatifs, mais pas forcément des combattants. Parce que nous n'avons pas appris. Même les médecins, les soldats ou autres, les urgentistes ont des jours de repos. Moi, jamais. C'est 365 sur 365. Pierre, tu pourrais en témoigner. Et aujourd'hui, ce que je trouve le plus important de mettre en place, donc effectivement, si on arrive à sensibiliser, c'est donner un espace de parole. Le plus important, c'est offrir du répit. Et ça s'est beaucoup, beaucoup développé là en ce moment. Ils ont bien compris que la première chose, c'est de séparer l'aidant de l'aider. C'est vraiment légitime. C'est très dur à faire parce qu'on se retrouve dans des situations de stress post-traumatique, parce qu'on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que je descends deux bouteilles de vin rouge? Est-ce que je dors pendant 48 heures? C'est très spécial. Hein. C'est comme si on vous ouvrait les portes d'une prison et qu'on vous dit vous êtes libre. Vous ne savez plus comment vous vous appelez. C'est là où c'est grave, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut vous dévorer. Moi, je donne une petite solution, une petite bouffée d'oxygène. Quand j'accompagnais mon père, et ça a duré 8 ans, à la fin que j'en pouvais plus, il y a un copain qui m'a traîné dans un magasin de maquettes, tout simplement parce qu'il savait que j'aimais les maquettes. Voilà. On a acheté un bateau à monter en plastique. Oui. Je faisais ma maquette tous les week-ends. Je prenais 2 heures le dimanche, c'était pour moi. Voilà. Et ça m'a fait un bien, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que je pensais à autre chose que mon père, quoi. Voilà. Oui, il faut aimer les maquettes à la base. Oui, il faut aimer les maquettes. Bon, ça marche avec d'autres choses. Avant que chacun donne son plaisir, est-ce que juste, on reviendra sur les pistes d'action rapidement. On a fait publier un petit sondage sur le côté droit, cher public. On vous a posé la question, le fait d'être en télétravail de façon urgente, en situation de crise, dans votre situation d'aidance, vous a-t-il moyennement servi? 50% nous a déjà répondu oui, bien servi à 40%, et puis apporter des contraintes supplémentaires à 20%. Donc, n'hésitez pas à donner votre situation, votre ressenti. Céline, je reviens tout à l'heure. Vous avez commencé d'ailleurs à amorcer les pistes d'action. Oui. Mais on répétera la même question à Christophe et à Pierre. Je pense qu'on a tous chacun notre petite shortlist de pistes d'action.
Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire est-ce qu'on peut déjà donner quelques pistes, Céline? Euh, il faut me reposer la question parce que j'ai tellement de Est-ce que, choses à dire. quelles seraient les pistes d'action qu'on pourrait préconiser? Parce que notamment, Christophe va nous parler justement des 12 préconisations là, de l'Observatoire qu'on a dégagées, sur lesquelles Je on a peux, tous travaillé ensemble. Hein, je peux peut-être en dire un mot, ça permettra à Oui, Céline de de rebondir plus rebondir. facilement. Effectivement, Effectivement, dans le merci. cadre de l'Observatoire, on a essayé d'être concret et donc on a émis une douzaine de recommandations qu'on engage ou qu'on essaie de promouvoir auprès des entreprises pour qu'elles les mettent en œuvre. On est centré sur les problématiques des aidants en entreprise, hein, enfin pas en entreprise, mais de ceux qui ont besoin de concilier leur vie professionnelle avec leur situation d'aidance. Et ces recommandations, en fait, je ne vais pas vous lister les 12, mais on les a bâtis autour de trois thèmes, en fait, qui nous paraissent vraiment importants. Le premier, c'est que dans une entreprise, pour que le sujet progresse, il faut que la problématique de l'aidant soit installée vraiment au cœur de l'entreprise. Et ça passe par un engagement de la direction générale fort, ce qui est le cas à la Mutuelle Générale, mais ce qui est le cas dans beaucoup d'autres entreprises. Céline parlait des dirigeants qui étaient directement concernés et qui, du coup, dirigeants politiques dans son cas, et qui, du coup, portaient un peu plus le sujet. C'est vrai en entreprise aussi. Quand on a un patron qui est Oui, directement ou concerné ou convaincu du sujet, c'est quand même plus facile. Donc, le premier pas, c'est vraiment d'arriver à installer le sujet au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Donc, ça passe par l'engagement du COMEX, par exemple. Ça passe aussi, quelqu'un dans le chat l'a signalé, probablement par un accord discuté avec les organisations syndicales. C'est aussi une bonne façon de faire de ce sujet-là un sujet qui est vraiment porté par l'ensemble de l'entreprise, et les OS ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, d'autant que c'est un sujet qui est plutôt consensuel quand même, hein, qui est pas violent en termes de négociation. Donc c'est un sujet qui peut être gagnant-gagnant, et je pense que les organisations syndicales ont un vrai rôle à jouer. Donc premier volet, c'est vraiment installer la problématique dans les instances de l'entreprise. Le deuxième volet, il consiste à sensibiliser et outiller finalement le corps social. Il faut que la problématique de l'aidant, on la retrouve dans le corps social, et notamment auprès de la ligne managériale aussi, qui a un vrai rôle à jouer, notamment en termes de détection. Donc, ça passe par la mise en place d'un réseau d'aidants, par exemple, dans l'entreprise, pour que les aidants se sentent moins seuls, soient pas confrontés juste à leurs difficultés, mais puissent échanger aussi sur des solutions, sur leur vécu entre eux, entre collègues. Ça passe par des modalités explicitées de prise en charge de la situation des aidants. Concrètement, quand je suis aidant, comment l'entreprise peut m'aider? Quelqu'un dans le chat aussi citait le don de RTT, par exemple. C'est typiquement des choses qui peuvent fonctionner, mais encore faut-il que ce soit installé, que ça a été négocié et que ce soit valorisé et activé. Donc beaucoup de choses. Aussi, Pierre l'évoquait, des outils de score, de scoring qui permettent de détecter les aidants ou de renseigner un collaborateur dans une entreprise pour qu'il sache se déterminer pour savoir s'il est vraiment en situation d'aidance. À quel moment on bascule dans la situation de l'aidant, c'est-à-dire celui qui consacre une part quand même assez importante de son temps à venir en aide à une personne dépendante sur une durée assez longue. Et la frontière, parfois, n'est pas toujours nette. Donc, c'est aussi important d'aider les collaborateurs à s'y retrouver pour savoir si finalement ils sont dans une situation d'aidance ou pas. Et beaucoup le sont finalement sans le savoir. Et puis, le troisième volet, et on a écrit quelques recommandations aussi dans l'Observatoire autour de ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'information. Il faut vraiment qu'on soit capable d'informer sur les droits que les aidants ont, les droits spécifiques qui peuvent être issus de la loi, qui peuvent être issus des accords d'entreprise. Donc ça, il faut qu'on soit capable de publier des brochures qui récapitulent ces droits, qui les explicitent. Il faut vraiment que tous les dispositifs, y compris les dispositifs mis en place par les collectivités,
par la médecine du travail dans certains cas, enfin, que tous les acteurs, tout l'écosystème soit bien connu, et tout ça, ça passe vraiment par de l'information qu'il faut porter auprès de chaque collaborateur en la faisant relayer par les managers. Et quand on a vraiment installé la problématique au cœur de l'entreprise, qu'on a outillé le corps social, qu'on a sensibilisé les différentes strates hiérarchiques et qu'on a fourni l'information nécessaire sur les différents sujets, là, les aidants, je pense, peuvent se sentir plus à l'aise dans leur travail et dans leur double mission, en fait. Céline, Alors, un petit oui, complément? Merci beaucoup, Christophe, parce que ça me permet d'organiser ma pensée, parce qu'il y a tant à dire. T'en prie. J'ai été confrontée à la grande difficulté d'informer les institutions qui nous aident. C'est-à-dire que quand on devient aidant, on doit se déclarer auprès des hôpitaux, auprès quelquefois de la maison départementale des personnes handicapées, quand les pertes d'autonomie deviennent très importantes. Et j'avais assisté aux États généraux de la déficience intellectuelle qui avaient été lancés par Macron il y a 2 ans, qui étaient très très bien, qui avaient balayé le sujet du diagnostic jusqu'à la fin de vie. Et effectivement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre en tant qu'aidant, c'est que la façon dont vous allez vous exprimer face à toutes ces institutions, il faut qu'elle soit différente. Quand vous remplissez un dossier médical ou MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, vous êtes là pour établir un diagnostic avec le médecin qui va vous donner des taux d'invalidité, qui va vous donner des possibilités d'aidance, d'aide à la maison. Et quand vous êtes devant ces personnes-là, il faut être extrêmement factuel. C'est le maxi-cosy dans lequel est mon bébé pèse 4 kilos, le respirateur coûte 3 kilos, je fais tant de bornes pour aller à l'hôpital, ou je me lève 3 fois la nuit, 45 minutes, et il y a une cotation. Et ça, il faut vraiment que ce soit très clair dans la tête des personnes, c'est qu'il faut être pas du tout dans l'émotionnel. Par contre, pour vous aider dans ce travail d'acceptation, là, je rentre de façon plus intime dans la personnalité de l'aidant, qui va ensuite devenir salarié aidant. Le premier step, le premier pas qui est le plus difficile, c'est de s'accepter en tant qu'aidant. C'est vrai que donc le travail des entreprises, c'est d'arriver avec cette boîte à outils que nous pouvons proposer, nous, la compagnie des aidants, faire comprendre qui est aidant. Il y a des petits signes, ce sont des personnes qui vont s'isoler, qui vont pas manger le midi, qui vont passer les coups de fil importants pour gérer l'infirmière ou le rééducateur ou le respirateur qui doit arriver à la maison. Donc, on peut repérer quand même une personne aidante, voir aussi qu'il y a des signes quand il va arriver en retard ou il n'arrive pas à rendre le dossier dans les délais, etc. Donc, ce sont des signes assez infimes et si on est à l'écoute, voilà, on peut le repérer. Ensuite, ouvrir dans l'entreprise, comme disait Christophe, l'espace solidaire, mais aussi l'espace psychique, de dire, voilà, on pourrait se retrouver à la machine à café tous les jeudis et essayer de faire en sorte de libérer la parole de façon conviviale, malgré les masques. Bien, ça peut peut-être même aider. Donc, au niveau personnel, moi, j'invite les personnes qui soupçonnent qu'elles sont aidantes ou qui sentent qu'elles perdent pied, c'est de prendre rendez-vous avec un psychologue. Le psychologue va dédramatiser, va en miroir vous faire vous rendre compte de ce que vous gérez, de ce que vous traitez toute la semaine. Et ensuite, il sera temps de rencontrer une assistante sociale qui est formée, parce qu'il faut être formé. C'est une situation qui est très, très particulière. Donc, merci beaucoup, Vin, de remettre ces slides importants qui vont permettre, par ces étapes, de procéder à l'identification et ensuite à la gestion de la problématique. Pierre, on parlait tout à l'heure, je crois que vous avez entendu vous exprimer sur les premières, justement la première pierre posée par l'État pour venir en aide justement aux aidants.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les congés des aidants, sur les solutions financières qui ont été mises il n'y a pas très longtemps d'ailleurs? En fait, il y a le fameux congé proche aidant dont je vous ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé quand même relativement en détail. Vous avez le congé de solidarité familiale, il y a le congé aussi de fin de vie pour accompagner on a droit à 15 jours, je crois, ou 3 semaines, je ne sais plus, pour accompagner un proche en fin de vie. Mais tout ça répond partiellement parce que c'est bien, c'est déjà des choses qui sont, c'est de grandes avancées. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a une illisibilité dans les lois qui est très. Les lois sont très complexes. C'est une spécialité française, c'est-à-dire qu'on vote des lois, on fait des millefeuilles. Les lois perdent tout leur sens quand elles passent. Elles perdent leur substantifique moelle, en tout cas celles que les auteurs veulent apporter aux lois, et elles deviennent inapplicables. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le cas du congé proche aidant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses à faire, à mettre en place, en complément de ce qui a été fait, mais en complément, je dirais, dans la continuité de ce qui a été fait, pour le rendre lisible, intelligible et utilisable par le commun des mortels, par tout le monde. Et utilisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, monsieur tout le monde, je deviens aidant, je dois savoir à quoi j'ai droit de façon lisible pour l'utiliser et que ça corresponde à mon usage. Parce qu'on oublie souvent le terme d'usage. Pour les aidants, il est capital qu'on raisonne en termes d'usage dans la vraie vie. C'est-à-dire, moi aidant, dans ma vraie vie d'aidant, j'ai besoin de quoi et quelles sont les solutions qu'on m'apporte de façon très concrète, ça peut être des solutions très basiques aussi, comme on disait, l'information et la prévention. L'information et la prévention, ça coûte pas forcément cher, hein, mais ça peut rapporter gros. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans l'usage. Et ça, je pense que le législateur, malheureusement, et avec les process qu'il y a pour valider les lois, eh bien, malheureusement, on en est encore loin. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on pousse très, très fort. Et là, je crois que les entreprises et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, notamment les associations aussi. Mais je prends l'exemple du financement. Le financement, je pense qu'on pourrait imaginer un plan épargne dépendance. Parce que si on dit sensibiliser, informer, faire de la prévention, ça veut dire qu'il faut le faire au plus jeune âge. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être aussi former nos jeunes dans les écoles à ce que c'est que accompagner un proche. Ça pourrait être très intéressant de les sensibiliser là-dessus parce qu'ils auront à le faire plus tard. Mais ça peut être aussi, je peux dire, au lieu de prendre un plan épargne enfant, je suis grand-père, j'ouvre un plan épargne enfant, c'est quasi automatique pour mon petit-fils, pour mettre des sous dessus. Effectivement, ce qui serait peut-être bien, ça serait que ce plan épargne enfant il puisse se transformer en plan épargne dépendance, qui soit abondé par l'État ou abondé par l'entreprise de la personne, et que ce plan épargne ou ce fonds personnalisé suive le salarié tout au long de sa vie de salarié, et que quand il en a besoin, il puisse le débloquer, mais qu'il puisse le débloquer pas seulement que pour lui à titre personnel, mais aussi pour accompagner son proche, et qu'on puisse avoir peut-être construire des outils financiers solidaires communs qui puissent apporter des vraies réponses à cette question du financement. Voilà. Je m'arrête parce que sinon je vais continuer sur ma lancée pendant je ne sais pas combien de temps. Merci Pierre. Et on profite pour remercier aussi Stéphanie dans la salle qui nous a mis un service justement au sujet du don de jours de repos à un salarié parent d'aidant. Donc vous allez sur le site Service Public, vous avez des informations là-dessus. Service Public, c'est une mine d'or. Je vous invite tous à y aller et vous avez le droit, quand vous allez sur le site du gouvernement, donc c'est un site gouvernemental sur servicepublic.fr, vous pouvez contacter un téléconseiller, vous avez un ticket, un numéro, ça vous donne droit à contacter un téléconseiller gratuitement qui peut répondre à toutes vos questions. Et voilà, je ne le savais pas ça. Ouais. On a aussi des suggestions qui nous semblent vraiment très 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 pertinentes. Martine nous parle elle évoque les aidants et les voisins. Donc il faut absolument qu'on essaie de faire la fête des voisins.
tournant autour du sujet des aidants, pourquoi pas. Oui. Venez boire un verre à la maison et comme ça, je vous parle de mon grand-père ou de ma mère. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein d'autres suggestions sur le mur du chat. Il y a Delphine qui nous parle aussi des solutions aidants, des solutions d'aide. Et bien sûr, il y a la mutuelle générale et puis il y a toute la partie, la compagnie des aidants que vient de nous présenter Céline. Et puis, il y a Aidant Attitude, il ne faut pas l'oublier. Oui. Peut-être aussi dans la gamme des solutions proposées, c'est la séquence un peu plus publicitaire, mais à la Mutuelle Générale, on a mis en place une gamme de services qui s'appelle Flex Service, c'est le nom de la plateforme, et ces services sont destinés aux salariés d'entreprise. Et dans la gamme de services qui existe, il y en a de toute nature, on a créé un pack spécifiquement axé autour de la solidarité pour venir en aide aux aidants. Et de façon très concrète, dans cette gamme de services, on propose l'accès à une plateforme d'aide aux aidants du type Prevent Care. On propose de la formation, on propose de l'écoute psychologique, un certain nombre de services qui sont vraiment orientés autour des besoins de l'aidant. Et typiquement, cette gamme de services peut être tout à fait intéressante pour une entreprise, PME, grand groupe. C'est des choses qui se déploient assez facilement et qui permettent d'accéder à tous ces services de façon forfaitisée. Et on a lancé cette gamme de services en septembre dernier et c'est quelque chose qui a l'air de rencontrer pas mal de succès. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous le souhaitez. On peut vous en dire un peu plus là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cette gamme de services, Christophe, elle s'affine de plus en plus, puisqu'il y a sans arrêt des nouveaux services qui viennent s'ajouter et qui sont aussi testés en interne avec les salariés de la Mutuelle Générale. Alors, après cette de publicité de la Mutuelle Générale, on remercie aussi Jean-Marie qui nous suggère l'idée de monter un café des aidants. Et très bonne suggestion, Jean-Marie, mais il faudrait peut-être attendre un peu la réouverture des bars, des cafés, des restaurants. Parce que si je peux me permettre, sinon, ça va être un peu compliqué. Mais non, si je peux me permettre de répondre à Jean-Marie aussi, parce qu'il posait une question précédemment sur le fait que les mutuelles ne font pas grand-chose pour les aidants. Il citait la MNH. C'est vrai que dans les offres de complémentaires santé classiques ou prévoyance des mutuelles, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en faveur des aidants. Je reconnais. On va essayer de progresser, on va essayer de proposer des choses. Alors, je vous ai parlé d'une gamme de services, mais qui n'est pas tout à fait du registre de la prévoyance ou de l'assurance, mais on est en train de travailler, de réfléchir effectivement aux offres qu'on pourrait mettre en place de façon un peu plus spécifique pour les aidants. C'est vrai que les complémentaires santé, me semble-t-il, ont vraiment un rôle à jouer là-dessus. Donc, on va s'y attacher. Merci Christophe. Il y a Sylvie aussi qui nous informe à travers la publication de l'OCIRP qui informe sur les aidants. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la salle? Et puis Delphine parlait des TC-APSA, en fait, qui sont les techniciens coordinateurs qui peuvent être utiles. Et c'est vrai que c'est des profils qu'il faut qu'on étudie pour les mettre aussi au service des entreprises. C'est pas forcément leur domaine d'intervention aujourd'hui, mais ça fait partie des sujets à la Mutuelle Générale que l'on souhaite un peu expérimenter ou instruire pour voir s'il n'y a pas moyen de mettre à disposition de certaines entreprises ou des grandes ou des PME de façon mutualisée des profils très pointus et très utiles comme les profils de TC-APSA au profit des salariés d'une entreprise. Donc ça fait partie des choses qu'on va voir. On va recontacter Delphine pour en discuter en aparté. Martine nous posait aussi la question, je pense que Christophe et Pierre, vous pourriez lui répondre. Et si on impliquait aussi nos organisations patronales, MEDEF, PME, etc. Je pense que c'est important. On a parlé des organisations syndicales déjà tout à l'heure en parlant plutôt de celles qui représentaient les salariés. C'est vrai que les organisations patronales, il faut qu'on arrive aussi à les embarquer dans le sujet. C'est déjà le cas. Je sais que la CPME travaille déjà sur le sujet. Le MEDEF, on n'a pas, nous, eu l'occasion encore de discuter avec eux du sujet, mais il y a probablement des gens qui s'intéressent au sujet, au MEDEF. Ça fait partie des choses qu'on doit voir, nous, dans le cadre de l'Observatoire, effectivement.
Très bien. Avant de vous poser une dernière question à vous trois, Céline, Pierre et Christophe, public, n'hésitez pas à nous donner votre feedback sur nos sujets et puis bien sûr le niveau de satisfaction au niveau des outils utilisés afin que le sien puisse s'améliorer de façon continue. Et demain, imaginons demain Céline, Pierre et Christophe, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme monde coloré, monde à la sortie bien sûr du Covid, parce que il y a un début, mais il va falloir aussi qu'on clôture l'épisode Covid. Euh, et on a bien vu que, d'ailleurs, hier, notre Premier ministre nous l'a montré, hein, son pas de danse, quand il nous parlait en direct à la télé. Donc voilà, c'est bien. 2 pas en avant, 3 pas sur le côté, 5 en arrière. Ça fait avec un beau glissement artistique. Et demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme monde qui pourrait nous convenir, nous, salariés aidants, et voire même les aidants de façon globale? Céline. Moi, ce que j'aimerais, ce dont je rêverais, c'est qu'il y ait un chef d'orchestre dès l'annonce du diagnostic. Je trouve que nous gérons trop et avec une surabondance d'informations. On le voit dans le chat, il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Alors, la première, c'est que j'avais rêvé de rencontrer le ministre du numérique et qu'il puisse faire ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire, l'entrée, c'est ce qu'on souhaite, des vacances, des soins, des réponses juridiques, des réponses administratives. Ensuite, le nom de la maladie, Alzheimer, syndrome de Leaks, syndrome Prader-Willi, etc. Votre région, et vous cliquez et vous avez la réponse. Parce que comme je dis, moi je connais des pontes qui pourraient faire de la remédiation cognitive pour mon fils à 600 km d'ici. Je ne vais pas faire ça. Je suis un être humain, je ne vais pas, pardon, me défoncer, ça ne sert à rien. Mon enfant va être épuisé, je vais être énervée, il va peut-être savoir dire be à bas, mais résultat des courses, on va tous s'entre-déchirer. Pour aider les personnes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur les territoires et on n'en est pas au courant. Même les associations entre elles ne se connaissent pas. C'est assez impressionnant. Donc, aller vers, j'aimerais qu'il y ait une maison de la fragilité, ou, enfin, je pense qu'on en parle là, des maisons des autonomies, voilà, de sa région. Il y a des gens qui font des choses très simples, très belles, près de chez soi, pour que ce soit humain, que ce soit possible, que ce soit réalisable. Alors, vraiment, j'aimerais qu'on soit accompagné, qu'une personne ait ce métier en main et qu'elle soit en dehors de notre épuisement, qu'elle soit en dehors des problématiques lourdes et qu'elle puisse, tout au long de la vie, parce qu'elle va bien connaître l'histoire, parce que là aussi, il y a tout un problème aussi du partage du dossier médical. On répète en permanence la situation dans laquelle on se trouve et on nous lance toujours vers cette zone de la victimisation. Non, on est face à une situation qui est difficile et la société est en droit, s'il vous plaît, en France, de nous proposer des chaînes, des maillons, une justice, une égalité pour y arriver. J'y crois fermement, mais pour ça, il faut communiquer, oser dire entre soi, dans l'entreprise, essayer de trouver des canaux de communication et la mutuelle générale, la compagnie des aidants, voilà, peut vous offrir ces moyens de communiquer ce qui ne va pas, oser dire, identifier ce que l'on voudrait. Je voudrais dormir 18 heures. OK, on me l'a proposé. Je ne croyais pas que j'avais le droit de le demander. Et il y a des maisons des répits qui sont en train de s'ouvrir dans toute la France. Et on peut être aidé au niveau financier pour ça. Voilà, donc là, c'est une première pierre pour se remettre à penser. Voilà, et à partir de ce moment-là, on pourra lancer des fondamentaux dont le monde a besoin. Si l'excellence française pouvait revenir par ça, ça serait chouette. Tout à fait, et c'est vrai que moi j'aimerais bien dans un monde futur qui est un futur proche, hein, très proche, le plus proche possible, c'est qu'il y ait plus de services de proximité.
parce que c'est la proximité pour les aidants, c'est quelque chose d'indispensable, qui est plus de solidarité, et ça passe aussi, on a évoqué les voisins, mais le voisinage, voilà, je m'occupe dans mon immeuble à 2 étages au-dessus de chez moi d'une grand-mère qui a 94 ans, c'est juste, je passe de temps en temps la voir et je fais la discussion avec elle. Bon, ben voilà, c'est ça aussi la solidarité. C'est aussi l'intergénérationnel, parce que je pense qu'on ne construira rien sans nos jeunes. Et donc, je pense qu'il faut former les jeunes, il faut les instruire sur le fait d'être aidant. Et ça, c'est très important. Et puis, financier. Et moi, je rêverais qu'il y ait, en tout cas, une solution, on va dire, collective de financement, qu'on trouve un moyen collectif, un produit financier qui soit complètement adapté aux besoins des aidants. Et je pense que c'est tout à fait réalisable en l'état actuel. C'est juste une question de volonté, Oui. une question qui est des acteurs qui s'entendent entre eux. Mais alors le juste, il est un peu léger, mais voilà, je pense que c'est capital. Merci Alors, Pierre. moi, Christophe. pour finir sur ce dont on rêve de manière un peu provocante, je rêverais que dans quelques années, le sujet des aidants ne soit plus un sujet finalement, parce que ce serait devenu tellement naturel qu'il n'y aurait plus de difficultés, que chacun pourrait concilier sa vie professionnelle sans difficulté avec la mission qu'il a à remplir auprès de son aîné ou de son enfant en situation de dépendance, et tout ça dans un monde parfait. Donc s'il est permis de rêver, effectivement, rêvons qu'on ne soit plus là à parler de ce sujet, à parler des solutions qu'on a du mal à mettre en place, et que tout ça soit fluide. Oui, Céline. Merci, Vin. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Christophe. C'est que, je vais redire cette phrase parce que je l'ai vécue, c'est facile de restaurer un aidant quand on l'écoute. C'est vraiment très facile. Nous ne sommes pas malades, nous sommes épuisés. C'est vraiment différent. Et justement, pour qu'on ne tombe pas malade, on peut agir, on peut le faire. On a ce pouvoir tous, aidants, aidés, politiques, c'est en nous. Il suffit de se mettre en action et on est tous capables. Eh bien, c'est parfait. Il est 12h16. On a tenu vraiment notre temps. Un grand merci à vous trois d'avoir pu nous alimenter et surtout nous enrichir sur cette problématique qui devient de plus en plus prégnante dans le monde. Bien sûr, c'est un sujet socio-sociétal. Donc, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais nous y travaillons ensemble. Merci au grand public qui est dans la salle digitale. Donc, n'hésitez pas à donner votre feedback sur le mur des sondages. On a besoin de vous. On a besoin aussi de savoir si vous connaissez, si le niveau de l'information ou de la formation ou de la sensibilisation sur le sujet existe bien dans vos entreprises ou pas. Un grand merci. On se dit à bientôt, Christophe, Céline, Pierre, et on continuera d'apporter notre pierre, non pas seulement à Pierre, mais bien sûr à l'Observatoire national des aidants. Et merci au SIAM de nous avoir donné cette possibilité. Un grand merci à tout le monde. Soyez prudents, restez bien safe avec ce Covid. Et nous, côté SIAMT, eh bien, écoutez, on va continuer encore sur d'autres sujets d'échange dans les prochaines semaines, les prochains jours. Et surtout, on va redémarrer la campagne de vaccination de masse de nos salariés pour nos entreprises adhérentes. À très vite. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci. Merci, au revoir.